En l'an 1891, la ville de loups sauvages se blottissait entre des collines poussiéreuses et un ciel infini où les devantures en bois s'inclinaient comme de vieux hommes fatigués, et les chevaux connaissaient plus de secrets que leurs cavaliers. Henri Mercier avait tout juste 25 ans, cow-boy de métier mais plus souvent juste une âme affamée pourchassant bovins et fantômes. Il travaillait de l'aube au crépuscule sur n'importe quel ranch qui lui payait un salaire à peu près décent, marquait les veaux, réparait les clôtures, domptait les mustangs sauvages. La nuit, il s'effondrait dans un tas de foin derrière l'écurie de Bertrand, son sac de couchage mince, ses rêves encore plus minces. Son père, François Mercier, possédait autrefois une parcelle de terre juste au nord de la falaise. Les gens disaient que c'était un homme visionnaire, qui construisait des clôtures avant même d'avoir du bétail, investissait dans des pompes à eau et hypothéquait chaque centimètre de terrain. Et quand une tempête décima la moitié du troupeau en 89, elle emporta la terre et l'homme avec elle. Henri l'enterra de ses propres mains sous un peuplier solitaire. N'attendez pas comme Henri pour forger votre destin. La vie est brève et les opportunités rares. Saisissez les vôtres aujourd'hui même. Puis, les dettes arrivèrent en marchant comme des soldats, billets de banque, ouvriers agricoles, dettes de poker impayées avec des hommes qui n'oubliaient jamais. Désormais, Henri courait après des salaires qui s'évaporaient plus vite que les bottes à ses pieds, mais il ne se plaignait jamais. Les cow-boys ne le faisaient pas à voix haute. Un soir, alors qu'il réparait une barrière défoncée au ranch de la Rivière d'Argent, un cavalier apparut, cheval noir, manteau couvert de poussière, gants noirs. Sans dire un mot, il tendit à Henri une enveloppe cachetée et repartit au galop. L'enveloppe était couleur crème, les bords gaufrés, un parfum de lavande et d'huile de fusil s'y accrochaient. À l'intérieur, une note pliée en élégante calligraphie. Monsieur Mercier, souper, domaine d'Épines Noires ce soir. Venez propre, venez discret. Il n'y avait pas de signature, mais Henri avait souvent entendu le nom d'Épines Noires. Élise, d'Épines Noires, la baronne du bétail, une veuve possédant des terres aussi grandes que certains pays et un tempérament comme un feu de prairie, disait-on. Elle n'avait pas mis les pieds en ville depuis plus de 5 ans. Henri contempla longuement la note. Il ne possédait pas de chemise propre, mais il pourrait en emprunter une. Il ignorait ce qu'elle voulait, mais il savait que le monde n'offrait jamais rien à un homme comme lui sans qu'il doive saigner pour l'obtenir. Alors, il rangea son couteau, attacha son chapeau et se dirigea vers l'ouest, vers le plus grand ranch de tout le comté des Loups, et un souper qui allait tout changer. Le soleil descendait bas quand Henri Mercier arriva aux portes du domaine d'Épines Noires. Son cheval, Poussière, était aussi fatigué que lui, ruisselant de sueur, usé par la selle et silencieux comme une prière. Il avait emprunté une chemise blanche à un vieil ami, manches un peu courtes, col trop serré, bottes cirées à la salive, cheveux peignés pour la première fois depuis des semaines. Il se sentait comme un poulain essayant de passer pour un étalon. Les portes elles-mêmes étaient en fer forgé peint en noir, façonnées comme des branches d'épineux entrelacées. Au centre, un écusson représentant un serpent à sonnette lové sous la lettre E, la marque de la baronne. Un homme de ranch l'accueillit à la porte, silencieux, costaud, portant un holster comme s'il était né avec. Il ne dit qu'une chose. « Elle vous attend ». La demeure principale s'élevait comme un temple sur une colline, véranda circulaire, piliers aussi épais que des troncs d'arbres et une large porte en bois sculptée de roses et de fusils. À l'intérieur, il faisait plus froid que ce qu'Henri avait imaginé. Sols de marbre, lustres scintillant de lumière au gaz, tableaux d'étalons, de tempête, et d'hommes au regard mort en uniforme confédéré tapissaient les murs. Les domestiques se déplaçaient comme des fantômes, soignés, silencieux, efficaces. Personne ne lui adressait la parole. Puis les portes s'ouvrirent sur la salle à manger. Elle était déjà assise là, au bout d'une longue table en chêne, si bien polie qu'elle reflétait la lueur des bougies comme un étang.
Élise d'épines noires. Elle portait une robe d'équitation violet foncé aux boutons d'argent, cheveux relevés sous un voile de dentelle noire, et des bagues à un doigt sur deux. Son visage était pâle, sévère, intact face au temps ou à la pitié. « Monsieur Mercier, dit-elle sans se lever, vous êtes venu. »« Je n'étais pas certain d'avoir le choix, madame, » répondit Henri, voix basse, chapeau à la main. « On a toujours le choix, dit-elle, mais on n'aime pas toujours ce qui arrive quand on refuse. » Henri s'assit lentement. L'argenterie étincelait. Venaison rôtie, pain encore fumant, et une bouteille de vin rouge si profond qu'il paraissait noir sous la lumière. « Savez-vous qui je suis, monsieur Mercier ?» demanda-t-elle, main jointe, comme si elle récitait une prière. « Je sais ce que les gens racontent, » répondit-il, « que vous êtes riche, dure et plus dangereuse qu'une sécheresse. » Elle esquissa un sourire. « À peine. »« Parfait, cela nous fait gagner du temps. » Elle se versa du vin sans lui en offrir. « Je vous ai fait venir car j'ai besoin d'un mari, » dit-elle, comme si elle commandait de la farine. « Et vous avez besoin de quelque chose aussi. » Henri cligna des yeux. « Je vous demande pardon. » « Un mariage légal, immédiat. Une semaine après. Nous nous séparons tranquillement, proprement. » Il la fixa comme si elle venait de lui demander d'attraper une tornade au lasso. « Pourquoi moi? Parce que vous êtes pauvre, honnête et oubliable? Je ne sais pas si je dois être flatté ou insulté, » murmura Henri. « Essayez les deux, » dit-elle, sirotant son vin. « Dites oui, et vous ne devrez plus rien à personne. Dites non, et je demanderai à mon cuisinier de vous renvoyer avec des restes et une occasion manquée. » Henri resta assis là, fourchette intacte, cœur battant. Il n'était pas homme à précipiter ses décisions, mais quelque chose dans sa voix, comme un pistolet armé sous la table, lui disait que cela ne concernait pas seulement elle. Elle cachait quelque chose, et elle voulait qu'il soit assez proche pour le découvrir. Il saisit le vin, s'en versa un demi-verre, et dit « Vous avez votre cow-boy. » Élise ne sourit pas, se contenta de hocher la tête, et ce fut l'instant où le monde entier bascula. Ils furent mariés à l'aube, sans cloche, sans foule, juste un prêtre de la ville qui sentait le whisky, quelques hommes de ranch debout comme des statues, et le grincement du cuir de selle dans le calme matinal. Élise portait une robe noire, dentelle au poignet, voile sur les yeux. Henri portait la même chemise qu'il avait portée pour enterrer son père, nettoyée et repassée du mieux possible. « Prenez-vous cette femme ?» demanda le prêtre. Henri regarda Élise, son visage était de pierre, mais ses yeux perçants. Il n'épousait pas une femme, il épousait une tempête. « Je le veux, » dit-il, bien que cela ressemblât à un saut dans le vide. « Et vous, prenez-vous cet homme ?» demanda le prêtre. « Je suppose que je dois, » répondit Élise, sèche et définitive. Et comme ça, c'était fait. Pas de baiser, pas de sourire, pas de fleurs, juste deux signatures, une poignée de mains et le bruit des bottes sur la terre battue. La demeure du domaine d'Épines Noires était un monde à part. Les domestiques se déplaçaient avec précision. Les repas apparaissaient chauds et à l'heure, les chevaux étaient brossés quotidiennement et personne n'osait parler sans y être invité. Henri reçut une chambre au drap de soie et une fenêtre avec vue sur les canyons. Il n'avait pas dormi dans un vrai lit depuis la mort de son père, mais le sommeil ne venait pas facilement. Chaque matin, il trouvait le petit déjeuner qui l'attendait. Lard, œufs, pain de maïs frais. Mais Élise ne le rejoignait jamais. Chaque après-midi, il inspectait les clôtures, parcourait les champs, rencontrait les ouvriers. Il l'appelait « Monsieur Mercier » maintenant, mais sans respect, plutôt avec prudence. Et chaque soir, Élise s'asseyait seule sur la véranda, avec un verre de vin et une pile de vieilles lettres. Henri l'observait depuis le couloir, toujours la même routine, boire, lire, soupirer et disparaître dans cette chambre verrouillée au bout du couloir. Il demanda une fois « Qu'y a-t-il derrière cette porte ?» Elle le regarda avec ses yeux de verre glacé et dit « La partie de moi qui compte encore. » Henri n'insista plus. Les jours passaient comme du bétail lent. Henri travaillait, observait, s'interrogeait.
Il était mari de nom, invité en pratique, et fantôme quand les bougies brûlaient bas. Mais au troisième soir, quelque chose d'étrange se produisit. Il trouva une lettre glissée sous sa porte. Sans nom, sans sceau, juste une ligne écrite à l'encre parfaite, il vous reste 6 jours pour découvrir qui elle est vraiment. Henri fixa longuement le papier, bien après que la bougie se fut éteinte. Au 4e jour, Henri Mercier connaissait la vérité qu'il craignait le plus. Ce n'était pas lui qui observait la maison, c'était la maison qui l'observait. Chaque porte grinçait différemment. Les femmes de chambre chuchotaient dans les coins et s'arrêtaient à son passage. Les hommes de ranch évitaient son regard. Même les chevaux semblaient s'écarter quand il s'approchait des écuries. Mais c'était cette porte au bout du couloir, celle à la poignée de fer et la clé qu'Élise gardait toujours près d'elle, qui l'empêchait de dormir la nuit. Il essaya d'oublier, se concentra sur ses chevauchés, répara une pompe à eau cassée, vérifia la clôture nord, mais partout où il allait, les hommes le regardaient comme s'ils savaient quelque chose qu'il ignorait. Le vieux Marcel, le maître d'écurie, finit par dire « Tu ferais bien de garder un œil ouvert, fils. Le dernier homme qui a posé trop de questions dort sous un parterre de roses derrière la grange. » Henri essaya de rire, mais le sourire ne vint jamais. Cette nuit-là, Henri ne put dormir. Il parcourut les couloirs à la lueur d'une lampe. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Sur un pressentiment, il se glissa dans le bureau. Là, sur le secrétaire d'Élise, se trouvait un journal intime ouvert, relié en cuir. Il n'aurait pas dû le lire, mais il le fit. Page après page, remplie d'une écriture délicate. Nom, lieu, souvenir. Une entrée se démarquait. Je n'étais pas destiné à être aimé à nouveau, seulement à être rappelé. Un autre J. Si tu lis ceci, je lui ai fait la proposition. Il a accepté. Cela signifie qu'il me reste 7 jours. Le journal se referma brusquement entre ses mains alors que des pas résonnaient à l'extérieur du bureau. Il regagna à peine sa chambre avant que l'ombre d'Élise ne traverse sa porte. Dans le miroir, Henri se regarda, non pas comme un cow-boy, non pas comme un mari, mais comme un homme qui s'était engagé dans une histoire plus grande qu'il ne pouvait contenir. Il murmura « Dans quoi me suis-je marié ?» Le 7e jour arriva. Dans un silence étrange, chaud et immobile, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Henri se réveilla pour découvrir qu'Élise avait disparu, son côté du lit intact, son verre de vin sur la véranda à moitié plein, pas de personnel, pas de chevaux scellés, juste le silence. Tout le ranch avait changé, portes entr'ouvertes, fenêtres ouvertes, vent soufflant comme un murmure trop fort pour être ignoré, et puis la porte au bout du couloir était ouverte. Henri entra. C'était une pièce habillée d'ombre et de souvenirs, rideaux de velours, chaises couvertes de poussière et une grande peinture à l'huile au-dessus de la cheminée. Une Élise plus jeune, souriante aux côtés d'un homme aux yeux ardents. En dessous, un coffre ouvert. À l'intérieur, des lettres attachées avec de la ficelle, une alliance sur un petit sac de velours noir et une seule photographie craquelée d'Élise tenant un enfant. Il y avait aussi un testament plié, timbré et signé. Tous ses biens, chaque hectare, chaque cheval, chaque sou légué au nom d'Henri. Et par-dessus tout, une lettre adressée simplement à mon mari. Henri la déplia à doigts tremblants. « Henri, disait-elle, si vous lisez ceci, alors je suis parti. Pas loin, juste assez pour vous faciliter les choses. Je n'avais pas besoin d'un homme, j'avais besoin d'un témoin. Quelqu'un d'honnête, assez pauvre pour croire encore en la vérité. Je ne suis pas seulement en train de mourir, Henri. Je disparais et j'avais besoin de laisser quelque chose derrière qui ne puisse être acheté. Ils diront que je me suis marié pour les apparences, que j'ai perdu l'esprit. Laissez-les parler, mais vous savez mieux maintenant. Venez me trouver si votre cœur est encore pur. » Henri sait la poussière et galopa vers les canyons. Au-delà, des clôtures et des fleurs qu'elle avait un jour montrées depuis la véranda. Il chevaucha là où la terre plongeait, là où le ciel rencontrait les eaux de la terre, et elle était là, sous le vieux saule, assise dans une robe bleue délavée, le dos contre le tronc, une fleur jaune sur ses genoux. Elle leva les yeux, pâle, faible mais souriante. « Vous êtes venu,
dit-elle. « Bien sûr, murmura Henri en descendant de cheval. Vous me devez des réponses. Non, cow-boy, dit-elle doucement. Je vous dois la paix. Et avec son dernier souffle, elle la lui donna. Le vent soufflait doucement à travers le canyon. Quelque part au loin, un faucon criait. 3 semaines après la disparition d'Élise d'Épine Noire, les collines de loups sauvages étaient plus silencieuses. Henri Mercier l'enterra sous le vieux saule, comme elle l'avait demandé. Pas de sermon, pas de procession, juste le soleil, le vent et un cow-boy qui avait compris pourquoi l'amour ne ressemble pas toujours à ce qu'il devrait être. Les habitants de la ville avaient beaucoup à dire. « Il l'a trompée », murmuraient certains. « Elle était folle », devinaient d'autres. « Elle l'a maudit, lui laissant des terres trop vastes et solitaires pour qu'un homme puisse les gérer. » Mais Henri s'en moquait. Il inspectait les clôtures chaque matin, nettoyait lui-même son bureau, lisait chaque journal qu'elle avait laissé, chaque lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Le ranch changea lentement. Il payait les ouvriers le double de ce qu'ils gagnaient. Avant, donnait aux domestiques de vrais jours de repos, rénovait même les dortoirs pour les orphelins travaillant dans les camps ferroviaires. Et puis, il construisit l'école juste au centre de la ville, petite, en briques rouges avec des volets blancs, et une cloche qui sonnait juste à 7 heures du matin. Au-dessus de la porte d'entrée, gravée en lettres de fer propre, ces mots « École Élise d'Épine Noire pour la jeunesse de la frontière ». Henri donna le premier cours lui-même, rédigea des leçons à la lueur des bougies, leur enseigna l'histoire, les chiffres et comment monter à cheval avec honneur. Parfois, au crépuscule, il chevauchait seul jusqu'au canyon, s'asseyait près, de sa tombe, lui parlait comme si elle n'était jamais partie. « Je ne comprends toujours pas tout, » chuchotait-il, « mais je suppose que ce n'est pas grave. Tu m'as donné plus que je n'aurais jamais cru avoir. » Et tandis que le soleil plongeait derrière les collines et que l'herbe murmurait dans le vent, Henri Mercier, cow-boy, mari, héritier, soulevait son chapeau au passé, non pas pour le pleurer, mais pour l'honorer. Et le nom d'Épine Noire vivait, non pas dans l'or, non pas dans le bétail, mais dans les rires d'enfants et les vérités silencieuses transmises d'une âme poussiéreuse à une autre.